vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Connaissez-vous, 29 avril, dernière émission du mois. Hey, ça passe vite pareil, hein? On est là rendu dans les émissions 190, on est même rendu, là, on peut le dire, hein, à l'émission 196. Il va rester 197, 198, 199 et 200 au mois de mai. Et oui, on va se rendre, mon petit doigt me le dit, à l'émission 200. Mais avant de se rendre là, hein, parce qu'on ne va pas aller plus vite que la roue, comme on dit, hein, on ne va pas mettre la charrue devant les bœufs. Et je vais faire un petit retour sur ce que je vous disais la semaine passée. Je vous parlais de faire du rattrapage avec Connaissez-vous. C'est sûr que c'est toujours possible et je vous suggère de le faire, mais je vous fais deux autres suggestions cette semaine en lien avec Ami Télé et avec particulièrement son application, parce que moi, l'application d'Ami Télé, je l'adore, je la trouve facile à utiliser et on peut faire beaucoup de découvertes et beaucoup de rattrapage aussi sur cette application-là, avec leurs différentes émissions, les reportages, les documentaires et tout. On peut des heures et des heures de plaisir. Et je vous parle particulièrement de deux émissions cette semaine dont je vous ai déjà parlé, je crois. En tout cas, une des deux, c'est sûr. Et je vous en parle, c'est un petit peu intéressé aussi de ma part, parce que j'ai participé à nouveau à l'émission Ça me regarde pour parler justement des 5 ans de Connaissez-vous, parce que vous le savez, hein, le 4 mars, on a célébré les 5 ans du projet Connaissez-vous avec une émission spéciale et tout et tout. Une émission qui a été très, très bien accueillie parce que semblerait que j'ai choisi quand même des extraits qui donnaient envie de se replonger dans l'écoute d'extraits et d'émissions. Et c'est tant mieux. C'était ça le but, hein, c'était de réussir à susciter des deuxièmes vies à des entrevues. Eh bien, j'ai participé à Ça me regarde. Je peux même pas vous dire la date tout à fait exacte. Là, c'était la semaine dernière ou là 2 semaines. Là, c'était pas encore déterminé au moment où on a enregistré. Puis comme, bon, vous le savez, hein, Connaissez-vous, c'est quand même un peu préenregistré. Alors, ça va être une bonne raison d'aller sur l'application et de voir si c'était pas justement la semaine dernière ou le 2 semaines ou cette semaine ou la semaine prochaine. Hein? Vous allez avoir, en tout cas, les outils pour le savoir. Il paraît que d'apprendre à pêcher à quelqu'un, hein, c'est de lui garantir de la nourriture pour toute sa vie. Alors voilà, si vous allez faire du rattrapage, de l'exploration aussi sur l'application d'Ami Télé, vous allez trouver l'information. La deuxième émission dont je veux vous parler, encore là, c'est pas totalement désintéressé parce que je connais des gens qui y ont participé, c'est l'émission Ça ne se demande pas, qui est très intéressante parce que justement, il y a des questions qui sont posées aux participants que des fois, on serait peut-être gêné ou mal à l'aise de poser. Et là, on retourne en arrière d'environ là, 1 an et presque et demi, alors que mon amie Katia Darèche a participé à l'émission « Ça ne se demande pas à des personnes qui vivent avec un handicap visuel ». Et là, 1 an à peu près jour pour jour après, c'est ma patronne Mélissa Cécile qui a participé, elle, à l'émission « Ça ne se demande pas à des enfants de parents ayant un handicap ». Donc, c'est pas handicap visuel spécifiquement, c'est tout handicap confondu. Mais vous le savez,
ma patronne Mélissa, elle, ses 2 parents sont atteints d'un handicap visuel. Alors, pour ce qui est de Mélissa, c'était concernant le handicap visuel. Ça que forcément, on en parle un peu pendant cette émission-là. Là, je suis quand même un méchant garçon parce que je n'ai pas encore écouté ces 2 émissions et j'ai une pseudo-bonne raison, je vous dirais, parce que quand j'ai voulu aller écouter l'émission de Katia l'an passé, j'ai été explorer, comme on dit, et je suis allé écouter des émissions de d'autres sujets que le handicap visuel. Entre autres, j'ai écouté une émission que j'ai trouvée fort intéressante, c'était « Ça ne se demande pas à des personnes de grande taille ». Et là, je peux vous dire tout de suite, sans brûler de punch, que les gens de grande taille qui étaient là, c'était pas des gens de 6 pieds 1, là, c'était des gens de 6 pieds 9 puis de 7 pieds 4. Et il y avait de très bonnes questions, en tout cas, à répondre. Alors, je vous propose l'application d'Ami Télé, d'aller faire une découverte, une exploration générale de tout ce qui s'y trouve et particulièrement pour l'émission Ça ne se demande pas et l'émission Ça me regarde, qui est comme le magazine dédié au handicap d'Ami Télé, qui est diffusé à chaque semaine. Quand même, c'est une grosse machine, ça me regarde. Moi, les 2 fois que j'y ai participé, en tout cas, j'ai trouvé ça très impressionnant. La première fois, j'étais allé en studio et la deuxième fois, c'était à distance. Là, on était sur nos ordinateurs, mais quand même, on voit toute la préparation de cette émission-là, toute l'équipe. C'est fort, fort intéressant. En tout cas, moi, j'ai adoré participer à cette émission. Donc, voilà. Alors, mon invité d'aujourd'hui, peut-être que ça lui aurait aidé d'avoir à l'époque des émissions comme ça pour justement dire, entre autres, à ses professeurs et à ses collègues de classe, un peu comment fonctionner avec une personne à tête de handicap visuel. Ça aurait aidé un peu son intégration et ça lui aurait permis de vivre moins de moments difficiles, mais que voulez-vous? À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, toute cette espèce de façon de parler des handicapés, de faire de la sensibilisation était très différente. Mais voilà, on jase avec notre invité de cette semaine. Cette semaine, on discute avec Julie Sans Façon. Encore une fois, cette semaine, je suis en mode exploration parce que la personne que je vous présente m'a été proposée par une autre invitée à qui on a parlé en début de saison. Elle s'appelle Julie Sans Façon. Tout d'abord, bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de participer au projet. Je sais que c'est comme quelqu'un qui t'en a parlé puis t'as accepté toi aussi de participer. C'est fort apprécié. Parce que ça fait grandir mes connaissances de personnes. Et en plus, ça fait grandir mon projet. Alors, c'est vraiment très apprécié. J'aimerais ça qu'on commence par le début, si tu le permets, parce qu'il paraît que commencer par le début, ça permet de comprendre bien des choses. Alors, est-ce que tu serais d'accord de nous dire à quel endroit tu es né et environ vers quelle époque? Oui, je suis vraiment un pur produit des années 70 de la banlieue de la ville de Québec. OK. Oh oui, là, c'est comme on dit, là, c'est surtout là, si je regarde où on est rendu ma vie maintenant et je pense où est-ce que je suis née, là, je me dis, j'ai parcouru des kilomètres. Je suis née dans un petit arrondissement qui s'appelle Loretteville, qui est techniquement en banlieue de Québec. Et puis justement, là, je suis née ce qu'on appelle un bébé d'hiver. Je suis née au mois de février. D'ailleurs, par rapport à ma date d'anniversaire, il s'agit du 25 février 1972, justement, là. Oui. Et c'est certain que les années 70, c'était les années 70. Je pensais à ça. J'ai dit à l'époque où je suis née, Nelson Mandela, je crois il était en prison.
le régime d'apartheid était toujours bien vivant et je crois qu'il y avait toujours une guerre au Vietnam. J'ai dit, wow! Je dis, il y a vraiment autant de temps qui s'est déroulé là, entre justement là, ma fameuse naissance. Je suis, famille nucléaire de 4 personnes, papa, maman, sœur aînée et puis moi-même. Et donc, il y a deux enfants. Okay. Et puis, justement, dans ma très tendre jeunesse, apparemment que je déménageais assez souvent, mais je ne m'en souviens pas, compte tenu du tout petit âge. Et les premiers souvenirs que j'ai, mes parents avaient acheté des immeubles sur une petite rue à Québec qui s'appelle la rue des Franciscains. Et je m'en souviens un petit peu. OK. Je m'en souviens un petit peu. Avec mes petits yeux. Oui, c'est un... quand on parle de mes petits yeux, ça va falloir en parler. Il va falloir, en parler aussi, oui. Habituellement, ça vient assez vite dans mes questions aussi, hein, à savoir si toi, à ta naissance, t'avais déjà comme un problème de vision ou pas, ou si c'est arrivé plus tard. Oui. Ben, c'est ça, quand je parle, je mentionnais les premiers souvenirs. Je me souviens d'avoir joué dans une ruelle. Je me souviens que ma sœur s'était fait voler un cheval à bascule, qui était bien déçu. Et c'est comique parce que dans ces souvenirs-là, je ne me souviens pas nécessairement que la question d'acuité visuelle... Je me souviens pas d'avoir eu d'avoir vécu des difficultés en particulier, mais c'est parce que je pensais que tout le monde le voyait comme moi. Ben, c'est ça, hein, à cet âge-là, on pense un peu comme je faisais mon propre style de normalisation. Ben oui, puis c'est normal, on connaît pas autre chose. Oui, à l'âge de, je sais pas, là, de tout ce qui s'est passé avant 1977, je m'en souviens encore. Mais donc, c'est par rapport à l'acuité visuelle, justement, j'ai mentionné ça, c'est que ce que j'ai, on demande toujours, qu'est-ce que t'as, toi? C'est quoi, là, ta maladie de l'œil? Je dis, OK, bon, ça, c'est venant de la part de purs étrangers dans l'autobus, comme ça m'est déjà arrivé. Ouais. Le monsieur, il a pas conversé longtemps, mais nous sommes ici pour, justement, parler de nos réalités. Ce que j'ai, en fait, c'est une mutation. Une mutation. J'ai vécu jusqu'à 2003 avec ce qu'on appelle des diagnostics erronés. Aïe, OK. Ouais, un et puis un autre. Et c'est même à un moment donné, on aurait dit que Lionel Bill ne savait plus. Ouais, ben c'est ça me est venu plus tard. En fait, il s'agit d'une mutation. C'est un médecin de anciennement l'hôpital de Montréal pour enfants qui a posé le diagnostic exact. Et on l'appelle en anglais, parce que je ne me souviens plus du nom en français, Congenital Stationary Night Blindness. Donc, congenital, c'est congénital de naissance. Mm-hmm. Alors, on a la réponse, je suis né avec cette particularité. Stationary, ça c'était relativement stable. Il y a eu une certaine dégénérescence, oui. Night blindness, c'est cécité crépusculaire. En fait, c'est un genre de méga truc où il faut qu'il y ait 6 symptômes, un peu comme quelqu'un qui veut se faire diagnostiquer une autre problématique de la santé. Donc, c'était forte myopie. Il faut pas des farces, il faut que je les compte sur mes doigts. Forte myopie. Myopie un peu comme une personne qui vit avec l'albinisme. OK. Ensuite, photophobie. Ensuite, cécité crépusculaire. Le jour et la nuit, tout le monde dit, je vois pas bien dans le noir, mais c'est parce que s'il me manque un peu d'éclairage, je bascule en cécité légale. C'est presque spectaculaire. OK. C'est vraiment, là, en forte myopie, photophobie, cécité crépusculaire, strabisme, astigmatisme et nystagmus. Bang, je les ai les 6. Alors, c'est vraiment comme, ce ne sont pas des yeux, ce sont des pizzas pochettes que j'ai, sérieusement. Sérieusement, là, tu sais quoi, cette affaire-là? Oui. Pourquoi ils ont mis tellement de bebelles dans un seul œil? Ça, c'est plus tard que je l'ai découvert. OK.
Mais C'était, ouais. j'allais dire, mais tes premiers souvenirs, comme à l'enfance, que c'est où que tu as commencé à te rendre compte justement que tu voyais pas comme tous les autres? Oh, probablement quand je suis arrivée dans ce système qu'on appelle le système scolaire. Oh oui, c'est en première, quand il y a eu, nous allons formellement, c'est bien sûr ce qu'on a fait avec nos parents à la maison, c'est bien. Oui, c'est comme un peu plus formellement, c'est la lecture, l'écriture, donc l'apparition de cette chose que je déteste toujours autant, qui est un tableau noir avec des traits. Ben, c'est parce que je voyais pas au tableau, vraiment. C'est clair. Et puis, j'avais pas le choix que de m'asseoir toujours en avant de la classe. Alors, fallait l'arrière de ma tête bien libre pour que on se tire des bouts de papier puis des gommes à effacer, là. Je veux dire, j'ai personne devant moi avec là. Bon, c'est un peu... Alors, j'ai été un peu forcée d'être une bonne élève. Mais c'était le genre de souvenir dont je me souviens, c'est qu'il fallait que je m'assoie en avant puis je trouvais ça pas juste. J'aurais voulu être assise ailleurs qu'en avant. Le party, il est pas en avant. La question, quand les feuilles sont arrivées, des choses avec des feuilles et des crayons, oui, mais là, c'est que c'est tout petit. Et j'ai commencé à trouver la vie tout petite, assez rapidement. Et surtout deuxième, troisième année, là, quand est arrivé cette chose qu'on appelle des mathématiques, là, les enseignants écrivent des trucs, les fractions, puis tout ça au tableau. Oh my God! Et en fait, je n'ai pas eu accès à des mesures d'adaptation en classe. Vraiment, ce qu'on appelle de mesures, là, il a fallu que j'attende à l'université. OK. Oh, mon Dieu. Okay. J'ai eu, à part d'avoir un télémicroscope, j'avais rien. C'est que mes parents ne se sont pas occupés de cet aspect-là de mon éducation, de ma scolarité. Mais ni tes professeurs, ni tes directeurs, ni personne. Non, en fait, c'est que quand ça allait mal, c'est que la faute me retombait dessus, c'est que j'avais des problèmes de comportement, que je voulais avoir trop d'attention. Et il y a même, est-ce que j'étais en secondaire 1 ou en secondaire 2, une enseignante qui a dit à ma mère que je me servais de mon statut de personne handicapée, que je profitais du fait que j'avais un handicap pour ne pas, c'est ça, j'en profitais pour... ouais, tu sais, pour zigzaguer, tu sais. Mm-hmm. OK. C'est juste parce que je ressentais un malaise. Et puis, c'est par rapport première année, deuxième année, secondaire, tout ça, là, c'est là que le fossé entre moi et puis ce que j'aurais dû être capable de faire en temps normal, ça, c'était ma façon de mettre des guillemets. J'ai mis des guillemets sonores. Normal. J'y ai jamais cru. Non, mais c'est parce que c'est insultant. C'est choquant, ça, des choses comme ça, parce que il reconnaissait quand même ton handicap, mais il faisait rien pour t'aider, puis il disait que tu t'en servais pour, dans le fond, pour faire des choses que tu n'aurais pas dû faire comme les enfants, comme normaux. Tu sais, c'est fou. C'est un peu, j'ai dû développer comment je peux dire, un peu récalcitraire, là, c'est dire, ça me tente pas de faire ce que vous me dites de faire, là, parce que c'est comme, ça me dérange, je suis pas capable, ça m'énerve, vous m'énervez, c'est comme un adolescent peut être, là. Mm-hmm. Et est-ce que, à cette époque-là, là, on est rendu dans les années 80 solidement, justement, là, est-ce que vraiment les enseignants étaient au courant? C'est juste que je voyais pas bien, mais il y avait rien d'apparent à part ce que les gens considéraient comme des tics. Un peu de m'approcher aussi, parfois mes lentilles cornéennes piquaient mes yeux, alors je frottais mes yeux, là, les autres se mettaient à m'imiter. Et je pense que l'ampleur de la problématique, il y a aucun enseignant qui en était au courant. Et mes parents me l'ont dit un petit peu, c'est que il y avait un certain détachement. C'est comme si mes problématiques de santé ne les concernaient pas. Alors, j'ai eu à me débrouiller
très rapidement pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des problèmes et puis pour éventuellement, c'est la recherche de solutions. Je dirais, quelle solution? Je veux dire, je vivais comme ça tout simplement, mais c'est beaucoup plus tard, quand j'ai su qu'il y avait des trucs qu'on appelle des mesures d'adaptation, ben là, je m'y suis mise à 200%. Mes parents ou ma famille, certains quand on est plus vieux, ben on se débrouille un peu plus, mais à part de me faire conduire en voiture à des rendez-vous, je ne me souviens pas d'une aide particulière que ma famille m'a prodiguée. Okay. Peut-être m'acheter des lampes de poche, des choses comme ça, là. Mais un petit peu, je vais juste devoir reculer un petit peu. Je parlais du parcours scolaire, mais j'ai pas beaucoup mentionné de faits là-dessus. Quand j'étais toute petite, ben bien entendu, là, quand ma mère était au travail, ben c'était une femme qu'on appelait grand-maman mariée qui est venue nous garder. Mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me faisait regarder la télévision. Puis elle me disait de pas bouger. Super intéressant, ça, pour un enfant. Ensuite, je suis allée en prématernelle à une école alternative là, on était rendu dans une banlieue qu'on appelle Cap-Rouge, banlieue de Québec. Et puis, je suis allée j'ai fait ma prématernelle dans une école alternative qui s'appelait l'école La Ronde. Ensuite, maternelle, j'ai fait la maternelle dans une petite école qui s'appelle Magrédioville. L'école primaire, c'était une école qui s'appelle Saint-Exupéry à Sainte-Foy, mes amis. Et l'école secondaire, c'était ce qu'on appelle les compagnons de quartier, qui était encore une fois à Sainte-Foy. Alors, c'était on était peut-être pas trop là, entre 1200 élèves là-dedans, là. Quand même une assez grosse école. Et puis l'école primaire, ça s'est quand même assez bien passé. Quand je suis arrivée à l'école secondaire, ben là, c'était par rapport au sport. Il y avait pas de quartier. Si on jouait au badminton, il fallait que je joue au badminton. Si on jouait au volleyball, il fallait que je joue au volleyball, etc., etc. Ben regarde, le moineau, je le voyais pas. Alors, ça, c'est venu beaucoup gruger mon estime. Et c'est même pour l'éducation physique, on voulait pas t'accommoder, là, rien. Il fallait que tu le fasses, puis... Rien. Je vais lancer un petit mot de russe. On dit, quand on veut dire rien en russe, on dit Nichevo. C'était du Nichevo. Nichevo. Rien. OK. Et je ne demandais rien parce que s'il y avait rien. C'était les sports, c'est difficile. Les sports, c'est humiliant. Et l'humiliation a fait partie de mes études secondaires. C'est d'être humilié devant l'équipe adverse, d'être humilié devant les enseignants, d'être humilié devant les autres élèves. Et j'avais l'impression là qu'il fallait que je traverse un canyon chaque jour. OK. Il y a eu des bons moments beaucoup plus tard par rapport à l'école secondaire. Ça a commencé à se régler un peu plus vers la toute fin. Parce que, ben là, m'emmener, là, regarde, je suis pas capable de faire des exercices, là, ça marche pas. Et j'ai eu, comme je mentionnais, la seule adaptation que j'avais, c'était un télémicroscope. OK. C'est finalement un petit truc qui me permettait de voir au tableau. Comme une petite jumelle à un œil, finalement. Alors, nous voici techniquement à la fin de mon parcours à l'école secondaire. Est-ce qu'il y a quelques questions, quelque chose que tu aurais aimé savoir par rapport à cette première tranche-là? Ben, dans le fond, ce que j'aime toujours savoir un peu, c'est est-ce que, je sais que t'en as parlé un peu, mais est-ce que socialement, t'as quand même réussi à avoir quelques amis? Est-ce que il devait être une matière que t'aimais quand même faire? Ben, je dirais que à l'école primaire, ça a été par rapport aux amis, ça a été un petit peu plus difficile. OK. Et il y a quelques amis
quelques amis de quartier plutôt, là. Donc, les amis n'étaient pas nécessairement à l'école. Parce que bon, parfois, on n'était pas toujours de la même année. C'est ça qui est comique, c'est que je crois qu'il y avait des gens qui étaient plus jeunes, des amis qui étaient plus jeunes, des amis qui étaient c'était quelque chose, hein. Tu étais en quatrième, puis l'autre était en troisième. Ben, c'est ça, il s'agit d'une année, c'est là. une raison pour pas se parler à l'époque, là. Ben oui. Et une matière, je dirais que il y a là où j'ai royalement, c'est vraiment bien que tu sois revenu là-dessus. Vraiment, vraiment bien que tu sois revenu là-dessus. Il y a une matière en particulier où là, c'était l'inverse de l'humiliation que je vivais. Et c'est que au lieu d'avoir à me servir de mes yeux par rapport à certaines matières, c'est comme les mathématiques, ben c'est qu'il y a beaucoup de symboles. L'anglais, c'est incontestablement la matière que j'ai le plus aimée. Ma mère est anglophone, mais on ne parlait pas du tout anglais à la maison. OK. Mon père voulait pas. Mais j'ai trouvé une façon d'apprendre l'anglais quand même. Et à ma grande satisfaction, quand j'étais en 6e année, au lieu d'utiliser les enregistrements qui pouvaient servir à faire passer des tests pas écrits, là, mais oraux, là, les... oraux, ouais. Mm-hmm. Ben, c'est moi qui lisais. OK. Alors, s'il y avait, disons, Tank 5, et il fallait dire la différence entre les deux, ben c'est moi qui faisais le T dur et de ça. OK. Et justement, où je répétais une série de mots, il fallait que les élèves déterminent lequel était le bon. OK. Ben, c'est moi qui faisais la cassette. C'est bon, ça. Alors, il est peut-être venu une certaine mesure d'adaptation en disant, ben, la parole. Oui, c'est ça, la parole, ça fonctionne bien, puis t'avais aussi quand même la facilité, là, de justement, d'être capable de le dire comme il faut, là, tu sais, puis tout ça. Oui. Mm-hmm. C'est une des problématiques que j'ai vécues à l'école, c'était, je l'ai parlé, c'était ce sentiment d'humiliation, qui a été très dur par rapport à l'estime de soi. Ben oui, je comprends. C'est comme, il y a quelque chose qui a été planté dans ma tête très, très, très tôt dans ma vie en me disant, t'es pas bonne. T'es pas capable. T'as l'air folle. Et à force de faire rire de moi, tu sais, à un moment donné, mais à un moment donné, il a dit il fallait que quelque chose de fort et il fallait que quelque chose qui est à moi ressorte de ça. Et les yeux que j'ai font partie de moi-même. C'est comique comme je l'ai compris très tôt. Il faut que je fonctionne et quand les autres ne sont pas d'accord avec ce que je fais, comment j'agis, de quoi j'ai l'air, je frotte mon œil, je me colle le nez, je me dis ça ne les regarde pas. Alors ma façon de gérer l'inconfort social, ça a été de dresser un mur et de mettre des barbelés. Et de dire que d'un côté du mur, il y a les autres et de l'autre côté du mur, il y a mes émotions. Et c'était de me dire, ils ne m'auront pas ces morons-là. Ceux dans le tas, là, l'autre côté du mur, qui sont des morons, ils ne m'auront pas. Alors, c'était de dire, là, je pouvais me faire lancer un peu n'importe quoi et je me plantais sur mes petites pattes, là, bang, bang, bien carré, et j'ai dit, bring it on. Et je pense que c'était cette attitude-là qui déplaisait aux enseignants. C'était, ah ouais, bring it on, tu sais, je veux dire, c'est un système qui m'oblige à me battre tous les jours pour fonctionner. Vous voulez que je me batte, je vais me battre. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. C'est ça, mais t'avais pas d'aide. Tu sais, t'avais pas vraiment de soutien. Ça fait que... pas vraiment du côté familial, pas vraiment du côté émotionnel, pas vraiment du côté social. Je dirais que j'étais beaucoup 100% faite par moi-même et pour moi-même, selon mes propres valeurs. Et en quoi est-ce qu'une paire d'yeux peut provoquer un changement de tempérament comme ça? Ben, c'est que j'étais tannée de me faire laisser loin derrière puis de me faire crier dessus parce que j'allais pas assez rapidement. Je me suis fatiguée. Je me suis dit, regarde, parce que j'essaye. Pas comme si je faisais rien. Ben, c'est ça. Et mon amour pour les langues a été une façon de me démarquer.
en disant, c'est entre mes deux oreilles que ça fonctionne. C'est drôle, mais ça fonctionne très, très, très bien entre mes deux oreilles. Et quand ça ne fonctionnait pas bien, je reconnaissais une certaine faute de mon environnement. Ben là, c'est que ça marche pas, là. Avec les outils que j'ai, ça ne fonctionne pas. J'ai arrêté de me dire je ne suis pas capable. J'ai commencé à dire ça ne fonctionne pas. Parce que l'école secondaire, là, ça va assez vite, ça joue assez raide. Et c'est une période où est-ce que, justement, on forge notre personnalité. On apprend à des petits adultes. Et quand je sens que j'ai le 5e des outils qui me manquent, et il faut que moi-même, je devienne une adulte. Ben oui, très vite. Le sentiment de la justice a été très important pour moi. OK. C'est pas juste, ça. Hey, je vois pas. Pas juste. Et ça s'appelait « Donne-moi quelque chose ou fais quelque chose pour que je ne reste pas dans cette zone de tension. » Une façon de sortir de la zone de tension, ben à l'école secondaire, c'était les amis. C'était l'art dramatique que j'ai fait pendant puis on pouvait prendre des petits cours, là. On choisissait. OK, des cours optionnels. Oui, merci, optionnel, oui, biologie et art dramatique. Mm-hmm. Et le français, qui était une matière très forte. Et la seule année où est-ce que mes notes ont chuté, ben, c'est parce qu'on savait qu'on allait avoir un enseignant vraiment en poche qui... Ma sœur m'avait averti au sujet d'un enseignant qui, lui, il me plantait devant la classe, mais il plantait tout le monde. Alors, j'ai dit, OK, j'ai appris que des fois, il y a des adultes qui sont juste pas gentils, puis c'est... Ouais, ça peut arriver comme dans une dans une classe entière, là. Pas prendre les choses au niveau personnel, là. Et à part le secondaire 2, le français, ça a été très bien. L'anglais, ça a été très bien. Et au côté social, c'est que je suis allée chercher à l'extérieur du contexte scolaire. OK. Dans une maison de jeunes, on l'appelait la maison des jeunes de Cap-Rouge. Et c'est drôle, là-bas, j'en avais pas de problème. J'en avais pas de problème à la maison des jeunes. T'étais bien accepté, c'est ça, tu pouvais te réaliser. Personne qui se moquait de moi, il y a personne qui riait de moi. Il y a personne qui me disait envoie, il y a personne qui me sacrait dessus quand je ratais le ballon. Il n'y en avait pas de ballon. Le ballon, là, tu peux pas jouer au ballon, tu joues pas au ballon, c'est une maison où, justement, c'est dans un ancien poulet-frit Kentucky. Ah oui, et, OK. Ouais. Et c'est ce qui m'a tranquillement... là où il y a eu vraiment ma grande libération, c'est quand je suis arrivée au cégep. Ben oui. Là, le cégep, ça a tout changé, ça. Parce que là, pendant qu'on est au secondaire, on y pense à ça, là. Qu'est-ce qu'on va faire après? Oui. La première chose que j'ai faite, c'est me débarrasser des mathématiques. Oui. On peut comprendre. Ce qui était une mauvaise décision au point de vue carrière, parce que les mathématiques étaient un préalable pour faire ce que j'aurais voulu faire, c'est-à-dire des communications. Mm-hmm. Mais me dit, ben c'est peut-être certainement avoir eu des mesures, j'aurais réussi mes mathématiques. À un moment donné, j'aimais pas ça. C'est vraiment, c'est un peu dire, j'ai découvert qu'il y a certaines choses que je n'aimais pas, mais c'est pas parce que je les aimais pas, mais c'est parce que c'était compliqué et je ressentais des émotions négatives. Je ne resterais pas avec des choses qui me font sentir des émotions négatives. Ben, on fait pas exprès pour aller se foutre dans un guêpier, comme on dit, hein? Ben, parce que quand c'était beau, quand c'était intéressant, quand c'était bien, là, la vie, mon environnement, quand j'étais plus jeune ou quand j'étais à l'école secondaire, ben, c'était, je pense que dans la vie, même quand j'étais petite puis jeune, ben, c'est qu'idéalement, je voulais bien me sentir, puis idéalement, ben, je voulais pas tomber et me faire mal. Et, j'ai été capable, tu sais, un peu, là, l'école primaire, l'école secondaire, ça ne s'est pas bien passé et j'ai peu de bons souvenirs. Ça fait beaucoup d'années, ça. Mais les bons souvenirs ont été à l'extérieur de l'école, à l'extérieur de ce système-là. Et à Cap-Rouge, il y avait un très beau parc.
Et puis on allait d'ailleurs, quelqu'un qui s'intéresse au film de Riccardo Troggi peut totalement là voir où est-ce que j'ai grandi. La trilogie de 1987, 91, tout ça, là? Riccardo Troggi était dans à la même école et à la même année que ma sœur. OK. Alors, ce dont Riccardo Troggi parle avec un parc, avec un Perrette, avec Anne Tremblay. Anne Tremblay, je la connaissais. Ah oui, OK. Fait que je me dis, si quelqu'un veut plus de renseignements au sujet de la petite enfance de Julie puis de l'enfance et de l'adolescence, ce sont dans pas toute la trilogie, mais oui, c'est justement Cap-Rouge était un bel environnement parce que il y avait surtout pour un enfant. Je faisais du vélo comme tout le monde faisait du vélo. OK. J'étais une vraie malade en vélo, là. Et à Cap-Rouge, le vélo, là, c'est un mode de transport. Et il y avait une rivière, des arbres. Tu sais, je jouais à un jeu que j'appelais Jack London. Je faisais semblant que j'étais dans la ruée vers l'or, là. Et je me suis bien amusée, mais hors, tu sais, ailleurs à l'école. Et c'est ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant par rapport à cette trilogie-là. Ben oui, effectivement, parce que je l'ai vu à Noël. Je l'ai vu dans le temps des fêtes, ils l'ont passé à la télé. OK, oui. Et c'était vraiment, mais bref, mais moi-même, j'étais un petit peu plus comme invisible, là. Je dirais que j'étais pas c'est hors du contexte du handicap visuel, mais j'ai pas mal été une personne plus exclusive, pas vraiment une personne de gang. OK. Tu sais, on est à l'école secondaire, là, mais j'ai eu une très bonne amie et on est encore en contact, là. Elle est à Québec, moi je suis à Montréal. Et le cégep université, je ne savais pas qu'il y était. C'est quoi donc au cégep de Sainte-Foy? Par rapport aux mesures d'adaptation, on en a vraiment, vraiment, vraiment parlé quand je suis rendue à l'université, parce que comme par hasard, on appelait ça le Centre Weber à l'époque. Oui. Centre de réadaptation des sciences physiques maintenant, là. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un, travailleuse sociale, je pense pas exactement quelle était son nom, une spécialiste en orientation, qui elle m'a annoncé des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Bon. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pouvais avoir accès à un ordinateur adapté. Je pouvais avoir accès à davantage de temps pour faire mes examens. Je pouvais avoir accès à ci, je pouvais avoir accès à ça. Pourquoi est-ce que le système a attendu que je sois rendue presque à ma 2e année d'université pour m'en parler? Ça, c'est vraiment plate. C'est là, dude, man, je le sais bien. C'est un peu tous les mots qui peuvent me revenir en tête. Ben voyons donc. Là, c'est là que j'ai dit que j'ai à 100% pris les commandes. Ah, ben oui. Là, ben voyons, tu sais, c'est parce que ça existe depuis combien de temps, ça, puis quel impact ça aurait pu avoir sur mes notes. Je tapais mes travaux à machine à écrire traditionnelle, je ne voyais pas ce que j'écrivais, puis il y a personne qui m'a enseigné mon doigté. Il ne faisait plus. Alors. Et ça a été la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, en fait, c'était, je pense que ça a été la première fois où est-ce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la discrimination basée sur le handicap. Mm. Et je veux dire, j'en ai vécu, mais c'est parce que je ne savais pas qu'est-ce que c'était la définition basée sur le handicap, parce que je suis pas une personne handicapée, moi. Oui, c'est ça. Voyons. Ben non. Même à l'université. Et bref. La mauvaise nouvelle, en fait, c'est que je voulais étudier en communication. Et la personne en question m'a découragée en me disant que les journalistes doivent se rendre là où il y a un scoop, là où il y a des nouvelles, et que j'aurais trop de difficulté à occuper ce poste-là parce que je ne pourrais pas être détentrice d'un permis de conduire. Ouais, te déplacer assez rapidement, puis tout ça.
Parce qu'en 2022, tout se fait à distance. Hein. Est-ce que c'était pas le meilleur conseil à me donner parce que c'est ça que je voulais faire? Mm-hmm. Est-ce qu'on... Et elle s'est pas plus posé de questions que ça. Puis C'est ça. j'ai dit, ben, j'ai 19 ans et voici une adulte qui me dit que c'est pas possible. Alors j'ai carrément laissé tomber. Chose que je n'aurais jamais, chose que j'ai compris assez rapidement, des années plus tard, là, quand même, mais peut-être à l'âge de 23-24 ans, que ce que cette personne-là les mots que cette personne-là m'a dit, c'était des balivernes. Que on peut être en communication, mais pas nécessairement journaliste. Ouais. Et c'était dommage de me dire non, ça c'est pas pour toi, là. Et ça m'a fait sentir comme quand j'étais à l'école secondaire. C'est juste me faire tasser du revers de la main. Et quelqu'un qui me connaît maintenant sait que c'est très difficile de me tasser maintenant. Mais et là, je n'avais plus aucune espèce d'idée. Puis ben voyons, ça a l'air que ces yeux-là vont me causer des problèmes parce que là, je viens de me faire dire que je peux pas occuper un métier que je me voyais occuper. C'est ça. Il y a autre chose que des journalistes. Et puis, ben regarde, parce que faut vraiment se garager dans une voiture à tout bout de champ. Alors, je vais peut-être un petit peu plus lâcher le mode chronologique. Que là, à l'université, j'y suis restée très longtemps, mais en bout de ligne, ce que j'ai fait, c'est un trimestre en sciences politiques qui a été vraiment pas bien. Ensuite, un autre orienteur qui m'a conseillé, tu parles anglais, tu as déjà fait du théâtre, va en enseignement. Oh, premier bac, enseignement d'anglais langue seconde. OK. Et j'ai décidé que je n'allais pas enseigner. J'ai dit non. J'ai terminé mon bac. À la fin de mon bac, j'ai dit, je me suis rendu compte que j'ai adoré l'anglais, mais que la portion enseignement, Ouais, c'était pas pour toi. pas avec le tempérament que j'ai. Et quand j'ai fait mes stages, parce que au point de vue visuel, je ne reconnaissais pas mes élèves. Ben non, c'est sûr. Et c'est là, et c'est là que justement j'ai dit bon, là j'ai envoyé. Et quand est arrivé ce qui est arrivé avec le bac, j'ai tout aimé sauf les stages. Ben là, regarde. Et ma sœur et moi avons fait le même bac. Même que nous avons été dans les mêmes classes. Ah oui, OK. Oui. Alors, compte tenu que ce que j'ai, c'est une mutation à l'œil, ma sœur, elle, a un petit peu de myopie et la tête, comme par rapport à ses yeux. Et côté notes, on était vraiment côte à côte, là. Mais plus j'avais de mesures d'adaptation, plus mes notes étaient élevées. Ben oui, ben j'en doute pas. Je suis partie d'un stade où est-ce que j'avais 3 échecs sur 4 cours en sciences politiques et puis quand j'ai fait mon fameux switch vers l'enseignement de l'anglais, 4A et 1B. Hey. Ben oui, mais tu sais, donnez-nous les outils puis on va être capable de faire nos choses. Oui. Il demeure cette faille dans le par rapport à l'estime de soi et cette faille par rapport à la confiance. J'ai dit j'étais rendue à l'âge de 22 ans et puis je trouvais ça physiquement raide à l'université, mais j'ai dit c'est par rapport à oh boy, c'est un autre calibre. C'est un autre calibre. Et mais j'étais presque indestructible à cet âge-là. Alors, si je pouvais rester à la bibliothèque jusqu'à 23 heures, là, c'était... ouais, t'as mis les efforts. Comment? T'as mis les efforts quand même pour y arriver, là. Et c'est que c'était encourageant que de mettre les efforts pour y arriver parce que ces efforts portaient fruit. C'est ça, ça donnait des résultats concrets.
Je pédalais pas dans le vide à essayer de voir une coefficient de je sais pas quoi sur un tableau noir à écrire avec une craie blanche ou jaune parfois. C'était c'était bienvenue le monde de l'informatique des années 90. Tu sais, il y avait un mot qui s'appelait DOS. Oui. WordPerfect. Mm-hmm. Mon père qui utilisait Napster, mais ça n'a rien à voir. Là. Non, c'est une autre affaire. C'est ça, mais tu sais, c'est cool, technologie. Tu peux même écouter de la musique avec ça. C'est donc bien cool. Et alors, il y a eu un bac en traduction, il y a eu une maîtrise en traduction. Moi, quand j'ai fini le bac, là, j'ai dit non, là, je regarde. Ça m'a pris 2 ans pour faire mon bac en traduction au lieu de 3. Et puis, est arrivée la maîtrise. Et c'est la traduction, c'est pas de l'interprétation, parce que l'Université Laval n'offrait pas le programme d'interprétation à cette époque-là. Alors, j'ai commencé mon bac en enseignement langue en 1992. Je l'ai terminé en toute fin 95. OK. Ensuite, qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai fait une session, le temps de me dire quand je ne savais plus trop. J'ai fait une session en psychologie, mais j'étais pas inscrite formellement. J'ai dit non, finalement, les langues m'ont plus parlé. Alors, de 96 à 98, il y a eu le bac en traduction. Et j'ai fait ma maîtrise en traduction de 98 jusqu'à 2002. Pourquoi ça m'a pris tant de temps? Voulez-vous le savoir? Ben, moi, j'aimerais ça. J'ai découvert la vie à l'étranger. Ah, ben, c'est tout qu'un projet. Oui, c'est ça, à l'automne 98, j'ai rapidement appris qu'il y avait une entente bilatérale entre l'Université d'Ottawa qui chapeautait tout cela, mais que justement, je me suis trouvée à faire ma 2e année de maîtrise. J'ai commencé ma maîtrise en 98 à l'Université Laval à Québec. Et ensuite, en 99, 1 an plus tard, j'étais à Édimbourg. Oh, OK. Ouais, où justement, c'est niaiseux, mais quand on les appelait, mon Dieu, c'est pas un directeur, là, mais la personne justement là, qui m'aidait par rapport à ma maîtrise m'a dit Édimbourg, je ne savais même pas où est-ce que c'était. Ah, en Écosse. Alors, j'ai été à quand j'ai eu cette piqûre-là, oh boy. Là, je me suis rattrapée. Je pense que tout le fun que je n'avais pas eu à l'école primaire et tout le fun que je n'avais pas eu à l'école secondaire parce que je travaillais juste trop dur pour y arriver. C'est quand je suis arrivée à l'étranger, là, j'ai vécu une 2e adolescence, là. Ils disent que l'adolescence, il faut toujours que ça se vive, hein. Ça fait que ça s'est vécu plus tard, mais ça s'est vécu. Et j'avais 27 ans, là, puis quand j'étais en Écosse, je suis virée complètement pompon. Complètement pompon. On parlait même plus d'handicap visuel, là. Et je suis arrivée là avec mon propre équipement, de faire, en tout cas, là, j'étais une vraie cinglée, de faire envoyer mon équipement adapté en Écosse, équipement qui était absolument gigantesque, mais ça m'a coûté plus cher que mon billet d'avion. Hey, shit, OK. J'ai appris à faire des collectes de fonds. Carrément. Et j'ai décidé de répéter l'expérience. Je suis allée à Moscou. Ensuite, je suis allée à Melbourne, en Australie, 2 fois. Et mon dernier séjour, il s'agissait d'un stage en Afrique de l'Ouest au Mali. Alors, j'ai zigzagué de 99 à 2003. Toutes ces années-là, j'ai zigzagué entre le Canada et l'étranger. Hey, quand même, hein? Puis ça te faisait pas peur, toi? Tu y allais, puis même si tu savais pas trop c'était où au début, puis let's go, on y va? Ben, c'est fou, hein? C'est vraiment fou, mais il y a une petite pensée qui m'est arrivée maintenant. Et je me suis dit, pendant que tu me posais la question, ben,
j'ai eu moins peur d'aller à Moscou que j'ai eu peur de jouer au volleyball avec une équipe qui ne m'aime pas. Hey, c'est fou, pareil. Qui ne me veut pas là. Hein? J'avais moins peur de Moscou que je me sentais mieux à l'aéroport Sheremetyevo, avec tout le vacarme qu'il y avait, les chiens de police qui couraient partout pour chercher de la drogue, et les morceaux de valises que je voyais sortir parce que les valises ont eu un ben mauvais moment dans l'avion. Là, j'ai pas vu des valises sortir à l'aéroport, j'ai vu des morceaux de valises. J'ai dit, OK, j'ai hâte de voir mon stock dans quel état il est. Ça, là, ça m'a fait moins peur qu'un jeu de badminton en son R2. Hey, c'est pas peu dire, hein? C'est fou. J'ai appris à ne pas avoir peur. Parce que j'avais vécu des courir après ma famille au complet qui est en ski alpin, qui m'attend pas, qui m'amène sur des pistes les plus difficiles du Mont-Sainte-Anne, la maudite 1 et la maudite 2, ils appelaient ça comme ça, des pistes 1, piste 2 à Mont-Sainte-Anne, là. Oui. Je faisais du ski alpin avec mes cousines qui sont devenues plus tard des monitrices de ski. OK, d'accord. Il y a personne qui m'attendait. Et quand ça allait passer vite, même mon père me criait dessus. Alors, j'ai pu faire mon premier voyage en solo à l'an 2000, où je suis partie et j'ai seule. Et puis justement, ça a été l'Espagne. Les gens m'ont dit, tu as seulement fait 3 pays. J'ai dit, ben regarde, je suis seule, là, regarde. C'était l'Espagne, l'Italie, la Suisse. Hey, quand même, hein? Ouais, et puis petite valise, je me promenais, là, puis c'était wow, puis en tous les cas, ce sont ces années-là qui ont fait que j'ai pu finalement me construire comme je le voulais. Où j'ai essayé, j'ai fait mon possible pour enlever les cellules négatives qui avaient été plantées dans mon milieu familial, dans mon milieu scolaire, aussi par rapport à des petites job-in à temps partiel que j'avais eu, tu sais, dire « Hein, t'es aveugle » ou « t'es ci, ça ». Mais j'ai voulu remplacer les éléments négatifs par des éléments positifs. Mmh. C'est pas que la petite chose, là. Pardon? C'est quand même pas... C'est louable, mais c'est pas simple non plus à faire. Ben, c'est en allant à l'étranger que j'ai compris qu'est-ce qui s'était passé. Mm-hmm. C'est quand je suis dans un environnement qui est positif, ben c'est que là, j'ai pu avoir matière à comparaison. En me disant, hey, c'est vrai, quand il s'est passé telle chose, là, pourquoi est-ce que je suis en mesure de me déplacer d'un pays à un autre, mais j'ai eu de la difficulté à regarder un tableau. C'était là, ben voyons, j'étais exactement la même personne, mais c'est parce qu'il y a c'est pas la complexité de la tâche, mais plutôt la façon de la faire qui va éliminer le fossé entre ce que j'ai à faire et qu'est-ce qui me manque pour le faire. Mais toute la nuance. C'est drôle, hein? Mm-hmm. C'est ça, tu sais, c'est à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, c'est qu'il y avait moi, il y avait la chose que j'avais à faire, puis il y avait un écart entre les deux. Et quand j'ai été vraiment très grande adulte à l'étranger, je ressentais cet écart-là beaucoup moins. Parce que la technologie s'était développée. Des années 80 jusqu'à 2002. On n'avait plus les mêmes ordinateurs. Les équipements adaptés devenaient de plus en plus légers. Les télévisionneuses ont arrêté de peser 4 tonnes. C'est vrai. Parce que j'ai amené une télévisionneuse en Écosse. J'avais pas le choix. Je veux dire, c'est pas mon université haute qui va m'équiper. Là. Ils n'ont pas de budget pour ça. Et j'ai eu un peu peur quand, à la fin du dernier séjour, parce que je me suis dit, je vais être honnête, je n'avais pas envie de revenir au Canada. À ce point-là? Non. OK. Non, je ne reviens pas. Hey, je suis bien trop bien, moi, là. Parce que c'est drôle, mais quand j'étais au Mali,
j'ai fait un stage en enseignement. J'ai réussi. J'ai réussi ma formation. Quand j'étais en Australie, j'ai fait un stage en ressources humaines. Je n'avais jamais travaillé en ressources humaines de ma vie. Je suis restée là 5 mois. Et bon, c'était évaluation de l'environnement de travail et évaluation des postes de travail. Mais c'est parce que je savais tellement ce que je faisais pour l'avoir vécu. J'évaluais l'environnement de travail et les postes de travail des employés en situation de handicap à la Vision Australia Foundation, qui est leur équivalent de l'INCA. Quand j'étais à Moscou, j'ai tout simplement étudié le russe, mais j'en ai aussi profité pour voyager et puis pour entrer en contact avec leur INCA à Moscou. OK. Alors, je suis allée, tout bonjour, puis c'est vraiment pour m'a expliqué quelle est la réalité des étudiants russes avec handicap ou sans handicap. OK. Absolument, là, je veux dire, moi, là, les années que j'ai passées à l'étranger, là, je peux même pas vous dire à quel point c'était fantastique, merveilleux, époustouflant, valorisant, extraordinaire, enrichissant. Oui, parfois je me faisais remettre à ma place. C'est l'étranger qui fait des niaiseries, là, comme tout le monde. Oh, ben, faut pas que tu touches à ça. Ben oui, parce que c'est mon tapis de prière, ça. Oh, tabarouette, excuse-moi. Oh, j'ai touché ton tapis de prière. Oh boy, excuse. Ça arrive des jours. Oui, j'ai mis le pied sur le tapis de prière de ma logeuse au Mali. J'étais là. C'est une famille de musulmans, je veux dire, c'est que faut que tu reconnaisses c'est lequel le tapis de prière, là. À travers les autres tapis. Ben, oui. Il arrivait toujours des choses comme ça. Ben oui. Mais ça a été les années que j'ai passées à l'étranger, les quelques années ont été les plus belles années de ma vie. Parce que je pense que psychologiquement, j'ai été loin des choses qui m'ont fait mal. J'ai été loin du canyon dont j'ai parlé, puis j'avais moins besoin justement que de laisser les autres au bord d'un mur. Et de dire, c'est que l'humanité, virgule, vous me faites tellement mal, puis vous me faites tellement pleurer que je vous mets l'autre côté d'un mur et je vais mettre des barbelés, juste pour même pas là que, tu sais, j'avais pas à me mettre sur le mode protection là au cas où touche pas à ça, t'es-tu aveugle, tu sais, des genre d'affaires de même là. C'est parce que ça ne se passait pas. Et je pense qu'aussi j'avais une meilleure attitude à l'étranger. J'avais vraiment une meilleure attitude. Et ça se joue à deux, ces choses-là. Là. Et quand je suis finalement, ben c'est que j'ai tout fait. C'est après l'Écosse, après la Russie, après l'Australie, après le Mali, c'était des stages. Ou bien d'études. Et puis ensuite, mais j'ai juste une petite parenthèse parce que j'ai voyagé aussi. J'ai très peu voyagé pour le fun. Quand j'étais à l'étranger, c'était soit pour travailler ou soit pour étudier. OK. C'est ce qui me permettait de rester à l'étranger pendant plus de quelques mois. Mm-hmm. Ça coûte cher, tu te dis, il faut que je me paye 9 mois. Il faut que je trouve de l'argent pour 9 mois. C'est ça, là. Il faut que je trouve de l'argent pour 6 mois. Et, ben, il fallait que je génère quelque chose. Mais, outre les démarches liées aux études, au stage, je suis allée en Australie une première fois en novembre 2000. Ça a été un coup de dé. C'est grâce à un courriel que j'ai reçu. Je t'épargne les détails parce qu'on n'a juste pas ce temps-là, mais ça a été un coup de gueule extraordinaire qui a fait que, comme par hasard, j'ai su que l'INCA lançait un peu une genre de mini-compétition de rédaction et qu'il y a 4 finalistes qui allaient courir la chance de participer à la 5e Assemblée générale de l'Union. Hold on.
5e Assemblée générale de l'Union malienne des Hey, j'espère que tu peux effacer tout ça. 5e Assemblée générale de l'Union mondiale des aveugles. Dum-dum. Parce que l'Union malienne des aveugles aussi, c'est maintenant. Ouais, Et bref, cette Assemblée générale était tenue en Australie. OK. En Australie, je suis allée 2 fois. Il y a aussi, j'ai mentionné j'ai fait un voyage je suis allée au Portugal, je suis allée en Italie, je suis allée en France, je suis allée, j'ai mentionné la Suisse, l'Espagne, la Russie, ça, j'ai habité là. Ensuite, mon Dieu, je suis peut-être en train d'oublier quelqu'un, là. Mais c'est la Floride, ouais. Et justement, je suis revenu en sol canadien le 23 décembre 2003, je m'en souviendrai toujours. Hey, quand même, hein? Juste pour Noël. Ouais. Et puis j'aurais pu rester en Afrique un peu plus longtemps, mais ça, j'ai appris que c'est parce que mon grand-père est décédé et puis il y avait des funérailles, alors je pense qu'on va retourner au Canada, là. Et puis là, depuis ces années-là, je suis allée pas mal moins loin parce que là, justement, j'étais rendue à presque 32 ans solide et puis là, apparemment que c'était le temps de commencer à travailler. Alors, j'ai vraiment fait mon possible pour me remettre, je me suis moi-même passé les coups en disant, là, c'est parce qu'il me faut de l'argent. Tu sais, je me suis pas enrichi en étant à l'étranger. Je veux dire, entre mes 2 oreilles, oui, mais c'est ça coûte. l'argent que je gagnais, il partait. C'est ça coûte cher. C'est surtout l'avion, les assurances, bref, j'ai occupé un emploi à ce qui était autrefois Visuaide, qui est de Humanware. J'ai travaillé avec eux pas très longtemps, mais finalement, mon poste a été aboli. J'étais assistante gestionnaire de produits. Puis je me demande sincèrement ce que j'ai fait avec eux parce que, en fait, quand j'ai été embauchée par Humanware Visuaide, je me souviens d'une chose. Ton profil ne nous intéresse pas. C'est ton potentiel qui nous intéresse. Oh, OK. Parce que si mon profil les intéresse pas, ça veut dire que je peux pas faire l'emploi. C'est genre. Ouais, c'est bizarre. Si c'est le potentiel de quelqu'un qui est intéressant, il faut le développer, ce potentiel-là. C'est ça. Mais je pense que la personne qui me dirigeait était dans l'Ouest canadien. Alors, je vois pareil. Alors, ça a été une crêpe ratée. J'étais déménagé à Longueuil pour... Longueuil. J'étais déménagé à Longueuil pour occuper ce poste-là. C'est tombé à l'eau. Il a fallu je retourne à Québec. Et puis, finalement, par rapport au reste de vraiment comme mon cheminement plus professionnel, j'ai beaucoup travaillé avec les organismes par et pour. À un moment donné, je faisais des blagues. J'ai travaillé pour tout le monde. Action des femmes handicapées Montréal, Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, Canada qu'on appelle Dawn Canada, Vie autonome Montréal. Il y a eu l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au post-secondaire. J'ai même donné, quand j'étais à Québec, des petits cours à Québec dans une association locale. J'ai réussi à travailler comme traductrice, ce qui était mon profil, mais je me suis trouvée pendant 80% de mon parcours professionnel à faire autre chose. Mm-hmm. Et j'ai été totalement la femme à tout faire pour ces organismes-là. C'était fou, là. On me faisait faire tout sauf la traduction. Quand je dis tout, je veux vraiment dire tout. Tout.
autant de vider une poubelle que de gérer l'horaire d'une femme de ménage, que de me rendre chez Pure Later pour aller chercher des posters pour des affiches, pour me rendre à Québec pour une conférence, pour faire mousser un projet, pour faire une évaluation d'une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. J'ai participé à des marches exploratoires de sécurité. Je me suis adressée à un petit groupe d'étudiants de l'Université McGill pour les sensibiliser par rapport au risque des agressions sexuelles par rapport justement là, dont les femmes en situation de handicap sont bien trop souvent victimes, malgré on va dire le contraire, et d'expliquer qu'est-ce qui peut être un obstacle pour qu'une femme ne demande pas de l'aide. Alors ce qui m'a surtout avec les organismes par et pour les femmes, j'ai exploré beaucoup la question, on parlait de la question de la discrimination tout à l'heure. Là, j'ai pu passer ce concept-là vraiment au crible. C'était vraiment le scalpel, là, parce que c'était mon travail que de comprendre cet écart dont j'ai souvent parlé. Oui. Voici une femme, voici ce dont elle a besoin pour voici ce qui est nécessaire. Voilà, voici une femme, voici ce qui est nécessaire pour qu'elle réussisse. On dit, de travailler, c'est un droit, que d'aller à un CLSC sans obstacle, c'est un droit. Que d'aller porter son enfant à la garderie sans obstacle, c'est un droit. Pourquoi ça marche pas? C'était mon travail que de me poser ce genre de questions-là. Mm-hmm. Et je traduisais et je révisais des rapports de recherche, des procès-verbaux, des ordres du jour, des rapports d'activité, etc. Alors, quand je suis revenue, quand je suis revenue au Canada, j'étais pas enchantée. Je n'étais vraiment pas enchantée de le faire, mais je dis, garde, parce que là, à l'étranger, je trouvais plus rien. Pour l'instant, c'était les projets étudiants, c'était fini. Il y a bien quelque chose que je peux faire. Ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, est-ce que je peux m'en servir comme bagage expérientiel? J'ai vu comment un enfant étudiait, apprenait en Afrique de l'Ouest, quels sont leurs outils, comment leurs enseignants agissent. J'ai un petit peu exploré dans tous les pays où j'étais, j'en profitais justement pour aller dire bonjour à l'association locale. Salut, je m'appelle Julie et peux-tu en savoir une bonne? Oui. Oui. Et là, c'était un petit peu sombre ce que j'ai dit. Mais, tu sais, quand on dit là que ce qui est considéré comme un inconvénient peut devenir un avantage si l'environnement collabore. Je pense que le souvenir par rapport à mon propre handicap visuel, le plus beau souvenir que j'ai, vraiment, et là, je vais traverser mon demi-siècle. C'est les quelques paroles que des parents m'ont dites quand j'étais au Mali. J'habitais en banlieue de Bamako et je faisais un stage tu sais, quand j'étais dans les patates tantôt, là, il y a une union madienne des aveugles et j'étais là. OK. Et je me baladais après le travail tranquillement avant de rentrer rentrer à la maison. Et je me fais interpeller par des gens. Et puis une femme me dit, je vous vois avec la canne blanche, c'est vous là la blanche à l'Union là. Oui, c'est moi la blanche parce qu'on m'appelle la blanche parce que j'étais la seule blanche du quartier. La blanche, on t'a pas vu hier. Et puis c'est toi la blanche. Je dis ouais. Et là je te vois avec la canne blanche. Elle dit tu t'exerces pour pouvoir enseigner à nos enfants plus tard. J'ai dit non, je m'en sers. Je m'en sers. Ben oui. C'est ma canne. Et vous êtes malvoyante? Oui. Mais voyons. Et là, ça a été pour eux
as quitté ton pays pour venir travailler avec nous. Et là, tu te promènes comme ça avec ta canne, et puis mon handicap visuel me rapprochait des gens au lieu de m'éloigner des gens. Hey, incroyable. Parce qu'il a fallu que je me rende à l'autre bout de la planète pour l'entendre, celle-là. C'est fou. Hein? J'étais sur un petit chemin de terre au Mali, j'étais à côté du caniveau qui était à découvert. Alors, je me servais de ma canne blanche pour ne pas tomber dans le caniveau. Et toc, je marchais parce qu'il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas d'éclairage. Quand la nuit tombait, c'était l'obscurité totale. Tu sais, nous autres, on a des lampadaires là, dans lesquels on se pète la gueule quand on les voit pas. Là. Oui, ça peut arriver. Des poteaux, là, des poteaux. Et j'avais ta canne blanche, je m'en servais pas tout le temps. Mais c'était les quelques personnes. Ils ont dit, ben, alors vous êtes comme nos enfants. J'ai dit, ben oui. Je suis comme vos enfants. Mais c'est ce qu'ils avaient devant eux, c'était une grande femme de presque 5 pieds 7. Avec la tête que j'ai, et c'était, nous avons quelque chose en commun. Nous avons quelque chose en commun. Tout le monde a quelque chose en commun. Et est-ce qu'on peut faire un effort pour dire, c'est pas ce qui est différent, c'est pas ce qui fonctionne pas, c'est pas qu'est-ce que je rate qui est important. Les gens vont accorder plus d'importance aux éléments négatifs parce que souvent, ce sont eux qui sont les plus frappants. Mais qu'en est-il des petites choses positives? Qu'en est-il des petites choses où on se dit, je suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je suis ici pour travailler avec vous si vous voulez travailler avec moi. C'est pas mal comment j'ai mené ma vie jusqu'à maintenant. Et comment les choses se passent aujourd'hui, c'est certain que c'est différent parce que nous sommes rendus en 2022. T'sais, on n'est plus en 98 ou en 2003 ou en dalida. J'ai réussi à gagner ma vie jusqu'à... J'ai arrêté de travailler à temps plein en 2014 parce que côté santé, j'avais un fantôme dans mon corps et personne ne savait qu'est-ce que c'était que ce fantôme-là. Mais ce fantôme-là m'affaiblissait d'année en année. Ça a commencé en 2011. En 2011, j'étais à Sept-Îles. J'avais obtenu j'ai obtenu 3 contrats en tout avec Service Canada. Alors, j'ai été employé au niveau fédéral. Commis de prestation de programmes et services. C'était encore une fois autre chose. Et à mon 3e et dernier mandat, je sentais que mon corps était en train de se détraquer. Les arrêts de travail étaient de plus en plus fréquents et de plus en plus longs. Et puis, il y a personne vraiment qui savait qu'est-ce que j'avais et je me faisais dire que c'était des problèmes en santé mentale. C'était dans ma tête. Finalement, il y avait une hypothèse qu'on m'avait lancée il y a très, très, très longtemps, et cette hypothèse-là, finalement, elle s'est trouvée être véridique. C'était la fibromyalgie avec tout un tas de symptômes, c'est comme on dit, les gens ont des frais afférents. Moi, j'ai des symptômes afférents. OK. Alors, en 2018, bang, c'est tombé, invalidité. OK. Oui. Que la fibromyalgie, que des syndromes de ci, même il y a 2 jours, j'ai reçu un autre diagnostic, là. Tu vois, les anniversaires, là, un autre. Oh, God, OK. Alors, il a fallu que j'arrête ma grosse machine. Il a fallu que j'arrête ma grosse machine parce que j'ai dit, si je continue comme ça, j'ai dit, j'exagère beaucoup, mais j'ai dit, si je continue comme ça va me tuer. Pas plus compliqué que ça, là, c'est que ça s'en venait de plus en plus... je passais du temps plein au temps partiel, puis je passais du temps partiel à 100% capote. Et ça a été une drôle, tu sais, comme on dit, c'est 50 ans que j'ai. Et là, je suis à nouveau à la croisée des chemins où je me dis, c'est comme si, encore une fois, il va falloir que je fasse mes choses à l'extérieur de l'école.
Il y avait l'école, quand j'étais, c'est une école secondaire. J'étais pas bien à l'école, j'étais plus capable de travailler à l'école. Ben, j'ai un peu transféré le côté développement social, plaisir à la maison des jeunes. Ouais. J'ai dit, je peux plus fonctionner nécessairement bien à l'aise dans le contexte scolaire. Dans le contexte scolaire, je fonctionne, mais je ne ressens pas d'émotion, puis je me tiens sur mes gardes. Et je baisse mon bouclier et je peux me montrer comme je suis à la maison des jeunes. Mais là, je répète ça pour dire que je transplante cette façon de faire-là dans le monde conventionnel du travail. Je ne peux plus donner de temps plein. C'est parce que les services de soutien à domicile, c'est le jour et le travail, c'est le jour. Il faut que je me découpe en deux, moi, là. Ouais, c'est ça. C'est belle livraison de nourriture le jour, livraison de pharmacie le jour, soutien à domicile le jour, aide au repas le jour, les intervenants le jour. Ben là, regarde, je suis posé travailler la nuit, moi, là, peut-être. Alors, je dis, ben, regarde, c'est que je peux plus, tu sais, dans le contexte emploi, 9 à 5, tout ça, ou whatever, je ne suis plus en mesure d'évoluer j'évolue mal dans ce contexte-là comme j'évoluais mal dans le contexte scolaire. Alors, je suis en train de... pour ça que je disais que c'est la croisée des chemins. Maintenant, je suis en train de réévaluer, à savoir comment est-ce que je peux poursuivre mon cheminement ailleurs. Que bon, ben, l'invalidité, bang, le couperet est tombé en 2018, mais ça, c'est un qu'est-ce que c'est? C'est une mesure financière, mais c'est la loi qui va dans ce sens-là, mais ça veut pas dire qu'il faut que je vive comme une invalide 24/7. Ben non, c'est ça, c'est une autre chose, là. Là, il faut que je me réinvente entre quatre murs. Mm-hmm. Faut que je me réinvente entre les quatre murs de mon invalidité. Et le contexte de pandémie nous a forcés collectivement à nous réinventer entre quatre murs. Effectivement. On a été amené vers ça sans le vouloir personne. Alors, ce qui est assez fou, c'est que ce mode de fonctionnement-là, justement, de faire des choses plutôt à distance, que tu sais, physiquement, les pertes ont été considérables. Considérables, là, que les choses que j'ai dû mettre de côté. C'était majeur. Mais, encore une fois, je me plante sur mes deux pattes, je regarde ça dans l'œil, puis je dis, bring it on! Hey! J'en ai tellement vu d'autres. Je suis plus intéressé à vivre une lutte, je suis intéressé à avoir la paix. Et s'il faut que je ralentisse, je vais ralentir, mais je peux accélérer ailleurs. Je peux accélérer mes choses ailleurs. C'est dire, les grandes années à l'étranger, bing bang boom, on se promène, on prend l'avion, c'est de passer 20, disons que des tranches de voyage qui me prenaient 20, que j'étais debout sur mes pattes pendant 28 heures pour me rendre d'un bout à l'autre du monde. Ben oui, c'est derrière moi, parce que comme on dit, comme un de mes amis m'a dit il y a pas longtemps, je l'ai fait, mon trip. Je l'ai fait. Hey, c'est pas fini, mais je suis très satisfaite de ce que j'ai fait. C'est de dire, il y a une comète qui me tomberait dessus demain, et je serais satisfaite de ma vie. De ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Oui. Oui. Il y a un sentiment, c'est pas un sentiment d'achèvement de travaux, tant que de dire, je me suis fait du fun en tabarouette. Je m'en fais encore. Oui. Mais il faut que ça soit différent, parce que ce que je faisais, c'est il y a plus de 20 ans. C'est ça. Tout a changé. Le monde a changé. Mm-hmm. Ce n'est pas que moi, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, ce n'est pas que moi qui ai changé. C'est que tout le monde a changé.
Tu sais, la Russie où j'étais il y a 20 ans, c'est une Russie différente. C'est une Russie qui appartient à une autre génération maintenant. Dans tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé un peu plus dans ce que je t'ai, par rapport à ce que je t'ai relaté? Ben, beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Puis moi, pour la raison pour laquelle je fais le projet, c'est que je veux que les gens s'inspirent de mes invités. Puis je pense que aujourd'hui, les gens pourront s'inspirer amplement parce que tu nous as amenés ailleurs, tu nous as amenés à plein d'endroits et tu nous as amené aussi, je pense, une belle philosophie. Hein. Je pense que c'est important. C'est important d'être capable de faire un constat de ce qu'on a de fait dans notre vie. On sait pas. On sait pas jusqu'à quel âge qu'on va vivre. On sait rien de ça. Mais je pense que c'est important d'être capable de dire, ben, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je suis satisfait de mon parcours. Oui, il m'en reste un bout à faire. Puis on va essayer que ce soit satisfaisant aussi. Mais ce que j'ai fait jusqu'à maintenant me satisfait. Je pense que c'est une grosse réussite. Oui. Ah, ben c'est bon. Et je pense aussi que on t'écouterait pendant des heures et je pense que tu pourrais écrire un livre aussi, je crois. Ça serait extraordinaire, je pense, comme projet. C'est fou, là, mais je me suis dit, avant d'écrire un livre, il faut vraiment que j'ai quelque chose à dire et que je sache ce que je dis. Et je pense qu'il y avait une question, il y a une question de maturité. Mais je dois t'avouer quelque chose. Que j'ai eu un petit peu, j'ai éprouvé certaines craintes quand je t'ai parlé justement de parcours à l'école, ou est-ce que c'est toi qui m'a ramené vers des éléments un peu plus positifs, comme est-ce qu'il y avait des matières, ou est-ce que ça allait bien, ou est-ce que j'avais des amitiés. Et c'est que ce que je crains un peu, c'est la dureté de mon parcours. Et le parcours qui a été difficile et ma vie qui a été difficile. Il y a beaucoup de choses dont je ne parle pas parce qu'il ne s'agit pas du moment pour le faire. Mais de dire j'ai eu l'impression d'avoir été relativement bien accepté où je suis allée, mais compte tenu des années où ces choses-là se sont vécues. C'est que dans les années, je parlais des années 70, je parlais de la pédiatrie, je parlais de comment les choses se passent en milieu spécialisé avec les très jeunes enfants, l'école, quelles étaient les mesures, qu'est-ce que les gens faisaient ou ne faisaient pas. Et c'est que peut-être que si j'étais née en 1989, où j'étais née, un peu pour moi, c'est en 92, quelque chose comme ça, ben, j'aurais peut-être vécu mes petites années, j'aurais vécu primaire, secondaire, ben différemment, parce que justement, les êtres humains auraient peut-être eu un petit peu plus la chance de grandir. Oui. Mais 70-80, ça se faisait à la dure parce que, je dirais, est-ce que ça existait, un ordinateur portable? Internet n'était pas là. C'était le papier, c'était la machine à écrire. Et quand j'ai commencé mon entretien, j'ai dit, je suis née en 72, en 1972, c'est comme ça que les choses se faisaient. Il y avait une guerre au Vietnam, il y avait l'apartheid, et Nelson Mandela était toujours incarcéré. Je pense que l'humanité était peut-être un petit peu plus dur, plus tough à cette époque-là, tu sais, que les droits de l'enfant, les droits de la femme, on n'était pas là. Et rendu en 2022, là, je vois certaines fenêtres de tolérance. Je les vois s'ouvrir, je me dis, ces fenêtres-là n'étaient pas là, ça n'existait pas quand j'étais petite. Tu sais, les médias sociaux ont pu être utilisés à bon escient pour partager notre réalité. Il y a certaines choses qui ne se font plus. Il y a certains mots qu'on ne dit plus, là.
Effectivement. Tu sais, des mots pas gentils qu'on utilisait là pour décrire une personne qui vit avec la trisomie. Le mot qui commence par M, tu le dis plus, Non. ça. Mais quand j'étais petite, on le disait en masse. Oui, c'est ça. C'était plus raide. C'était moins... c'était juste moins adapté. Et si on c'était était pas né... prioritaire à cette époque-là, c'est à croire. Mais là, j'aurais aimé ça être né plus tard, c'est fou à dire. Mais si on était né encore plus tôt, ça aurait été encore plus dur, je pense. Oui. Oui, effectivement. Et je vais y aller, c'est fou à dire parce que c'est comme si on est en train de faire au téléphone un gigantesque 360 degrés. Tu sais, je suis partie de 72, et hop, monter, primaire, secondaire, la Russie, l'invalidité. Et là, clic, je vais fermer la boucle avec ce que j'ai découvert récemment. Oui. J'avais remarqué que il y a certaines craintes que j'ai eues, comme de me faire plaquer par terre, que j'aime pas nécessairement, c'est fou à dire, mais j'aime pas nécessairement qu'on me touche. Tu sais, je veux dire, là, quelqu'un qui me fait la bise et qui me met la main sur l'épaule, là, mon dos va se raidir, clac. Et le manque de confiance envers les autres, quand je parlais de je mets un mur puis je mets des barbelés, juste pour être sûr là, qu'émotionnellement, je dis d'où ça vient, ça? D'où ça vient? Et puis j'ai posé à ma mère dans le courant de ma vie la même question 3 fois. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose, n'importe quoi, qui aurait pu expliquer les réactions que j'ai? Mm-hmm. Et les 3 fois, elle m'a répondu la même chose. C'était que la seule chose qu'elle pouvait voir, c'était une chirurgie que j'ai eue, j'aurais eu entre 1 et 2 ans. Et c'était une chirurgie à l'œil gauche par rapport au nystagmus. Et c'était une chirurgie d'un jour. Alors, je lui disais, mais pourquoi est-ce qu'une chirurgie d'un jour à l'âge d'1 et 2 ans, pourquoi tu penses que ça m'a perturbé autant, là? Je lui demandais, pourquoi est-ce que c'est la seule et unique réponse que j'ai? Mais OK, c'est parce que elle revenait là-dessus. Elle est revenue là-dessus 3 fois. J'ai dit, OK, là, il y a anguille sous roche, là. Il y a anguille sous roche. Et je l'ai quand même pas mal poussé. J'ai demandé à ma mère si elle pouvait parler à mon père, à savoir si il avait pu avoir quelque chose. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas eu un séjour hospitalier, il y en a eu 2. OK. Et il y en a eu 2 en bas âge. Et c'est le premier, il s'agit entre 1 et 2 ans, à Québec. Chirurgie à l'œil gauche. Et cette chirurgie à l'œil gauche, je l'ai eu à 2 reprises. Quand j'étais toute petite et à ma demande à 25 ans. 25-26 ans. OK. Le même œil qui a été où il y a eu une chirurgie pour la même raison. Et je me souviens que la 2e fois, c'était la pire douleur que j'ai ressentie dans ma vie. Oh, OK. Et attention, j'ai déjà été frappée par un autobus de ville. Et j'ai défoncé le pare-brise du boss. OK. Oui. Me faire frapper par un bus de ville, défoncer le pare-brise et tomber sur la tête pas de casse, ça m'a fait moins mal que cette chirurgie-là. Alors, imaginons ça à l'âge entre 1 et 2 ans, et les parents étaient mis dehors. Tu sais, t'allais porter ton bébé, tu sacrais ton camp, puis il te rechippait ton bébé dans des blagues, là. Mais ma mère allait porter le bébé à l'hôpital, et puis, elle était pas dans la salle d'attente, là. Je veux dire, vous venez chercher votre bébé, un peu comme un animal au vétérinaire maintenant. Et alors j'ai dit, c'est certain qu'on a dû me mettre en contention pour ne pas que j'arrache quoi que ce soit de bandage. Mm-hmm. Et c'est ça, ils m'ont dit, c'est parce que t'as probablement pas trouvé ça drôle. Je dis, oui, mais ça me dérange à ce point-là. Tu sais. Et j'ai attention, c'est parce qu'il y a eu un 2e séjour à l'hôpital. Et celui-là, je l'ignorais complètement et j'ai appris. Et ça, j'avoue que le premier, j'ai trouvé ça dur. J'ai dit, tu sais, si on fait ça à un enfant, mais regarde, il fallait la décision, c'était cette chirurgie-là. Mais voici ce qui est ressorti. J'aurais eu entre 2 et 3 ans.
Et un ophtalmologiste voulait faire des tests par rapport à ma rétine, donc il fallait que ma rétine soit dilatée. Alors, ma mère pout met des gouttes dans mes yeux pendant un certain temps. Elle va me reporter à l'Hôtel Dieu. Et là, et c'est là qu'un pédiatre lui dit, pendant que votre enfant est ici, on aimerait en profiter pour faire quelques tests, à savoir si tout va bien, il faut recueillir des fluides, etc. Et c'est là que ma mère m'a appris que j'aurais passé 2 jours et demi, presque 3 jours. J'aurais, entre l'âge de 2 et 3 ans, passé quelques jours sans avoir vu mes parents, et que pour un examen en particulier, que le pédiatre a retiré tous mes vêtements, m'a mise en contention, attachée nue sur un filet pendant quelques heures, puis ils m'ont laissé là le temps de récolter les dits fluids, les sécrétions, les je sais pas quoi. Et ils m'ont fait ça. Ouais. Et j'ai dit, attends un peu, là, je sais pas où sont mes parents, je n'ai pas de lunettes, je suis dans une pièce où probablement j'ai été seule et je suis attachée sur un filet, puis probablement j'ai froid, puis je hurle, puis il y a personne qui me répond. Et ma mère m'a dit qu'elle voudrait vraiment que je fasse un tour dans les archives et que je fasse la demande pour recevoir pourquoi, qu'est-ce que c'était que ces tests-là et exactement qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Quand ma mère est venue me récupérer, je me promenais dans le corridor en couche et je suis passée à côté d'elle comme si elle n'existait pas. Il paraît que j'étais sonnée bien raide. Et ça me fait de la peine de savoir qu'on a fait ça à un enfant. Et le pédiatre en question a noté le fait que je suis passée à côté de ma mère sans réaction. Puis là, c'était comme un genre de, peut-être un trouble envahissement du développement. Que il y a eu autour de moi le mot autisme qui a valsé souvent. Parce que j'avais l'air bizarre, parce que je fixais quelque chose sans le voir, ou je pensais, j'ai dit, c'est-tu rendu que les médecins sont assez tweets pour qu'ils fassent pas la différence entre quelqu'un qui ne voit pas sa mère ou qui ne voit pas les obstacles, entre quelqu'un qui n'a pas d'émotion? Et de rapporter ces réactions-là à plein d'autres choses probablement sans rapport. Là. Je réagissais pas de la façon dont je voulais réagir parce que probablement que j'étais complètement traumatisée. Ah oui, je veux dire, c'est de dire que je ne reconnaissais pas mon environnement. Puis déjà, là, à 50, presque 50 ans, quand je marche en lunettes, il faut mes lunettes pour trouver mes lunettes, là, sérieux. Et c'est pour ça, justement, j'ai dit, ces choses-là, j'ai pas l'impression que ça se ferait maintenant. Je n'ai pas l'impression que ça se ferait en 2022. Tu sais, en espérant que non, mais c'est que, sincèrement, là, mais c'est de dire comment est-ce que les gens peuvent se tromper parfois. Ils peuvent partir sur des théories. L'affaire, c'est parce qu'ils pouvaient pas me le demander, mais ils auraient peut-être pu le demander à ma mère, je sais pas, là. Mais de dire, est-ce que c'était nécessaire de me faire subir ça? J'ai dû être complètement terrorisée. Une chose, ouais. J'allais dire une chose est certaine, c'est qu'il y a des choses qui marquent, tu sais, dans la tendre enfance, puis là, toi, t'as questionné pour le savoir. Sinon, si tu l'avais pas, si tu t'étais pas comme douté qu'il pouvait y avoir eu un événement traumatisant, tu l'aurais jamais su. Ouais, 2. J'irais même 2,5. 2,5, pas tout à fait 3, là, mais c'est que il y a eu première chirurgie, 2 ans. Deuxième démarche, mais ma mère devait mettre des gouttes dans justement là, dans mes yeux pour paralyser bien les yeux. Mais quand ma mère a mis les gouttes, elle m'apporte à l'hôpital et puis là, elle va les gouttes pendant un nombre de jours, va porter le bébé à l'hôpital, retourne à la maison. Bon, là, on va vous rappeler, madame, dans tant de temps pour récupérer pas de bébé. Mais la journée même, ma mère reçoit un appel et elle m'a dit, elle s'est fait réprimander par le pédiatre
parce qu'apparemment que ma mère n'aurait pas mis les gouttes comme il faut. Et ma mère lui a dit, écoutez, monsieur, on a mis les gouttes. Et là, c'est que ils m'ont chipé chez moi et puis on a recommencé le processus une deuxième fois. OK. Donc, entre à l'hôpital, le monsieur est pas content, il est pas satisfait, il me chipe chez nous, on recommence, rentre à l'hôpital et là, il me garde pendant 2 jours et demi. Et c'était de dire, OK, juste l'idée de la contention, ben, j'élabore peut-être, mais je me dis, j'ai trouvé que dans mon existence, moi, j'ai 2 modes. Je suis à 100% on, mais je suis à 100% off. J'ai pas vraiment de juste milieu. C'est que j'agis à toute force ou je bouge pas. Et pouf! Et alors j'ai pas de bouton off. J'ai pas de bouton off. J'en ai un plus maintenant, et je réagis vite, j'agis vite, et puis il y a certaines choses que je remarquais là, tu sais, quand justement quelqu'un va m'immobiliser, ou quand on est dans une piscine et quelqu'un, on appelle ça, je vais te donner un bouillon. C'est de mettre la main, on est dans une piscine, on met la main sur la tête de quelqu'un puis on l'enfonce dans l'eau. Oui. Ça me faisait paniquer là, mais je trouve pas ça drôle du tout là, ça m'enrage complètement là, je pars de 0 à 4000 km/h quand les gens me font des choses comme ça. Et ça fait beaucoup réfléchir à dire qu'on a un enfant, soit parce que ce soit la vue, que ce soit l'audition, que ce soit n'importe quoi. Je veux dire, le milieu hospitalier, ça n'a jamais été facile pour un enfant. Ah ben non, ça je pense que c'est quand même assez, c'est bien des endroits où ce que les enfants veulent pas aller, puis être laissés là, surtout tout seul, c'est clair. Mm. Mais là, c'est le fun. Encore une fois, pour ça que je me dis, je vois les choses avec optimisme pour les générations qui vont me suivre. C'est que de dire que les choses se sont améliorées, c'est qu'on laisse les parents avoir plus de contact avec les enfants dans ces milieux-là parce qu'on reconnaît l'importance par rapport au maintien de la relation. Et quand c'est arrivé quelques fois dans ma vie que la notion de la confiance, mais particulièrement par rapport à mon handicap visuel, c'est de quelqu'un qui m'a crié après quand j'étais pas en mesure de faire quelque chose assez rapidement, mais c'est pas parce que j'ai mal fait, c'est que ça me prenait plus de temps. Et ça, ce sont des choses qui m'ébranlaient particulièrement. Hey, tu l'as raté, c'est pas beau, c'est grouille-toi, t'es-tu aveugle, des choses comme ça. Ça me faisait, et ça me faisait mal. Mais mal, là, comme ça c'est difficile de décrire comment ça me faisait mal. Parce que j'étais tout petite, et puis c'est comme si j'avais rien à part ma toute petite personne pour faire face à ce monstre-là qui s'attaquait à ma petite personne. S'attaquait, mais tu sais, c'était un petit cœur, t'as des petites émotions, t'es tout petit, là. Tu sais, tout est tout petit. Puis là, t'arrives, c'est un gros monstre qui te crie après, puis tu dis que j'ai pas fait exprès, puis il te croit pas, puis il continue à crier. C'est... L'homme est un loup pour l'homme, effectivement. Mais juste de dire qu'on soit plus doux avec les enfants, qu'on les accompagne, et qu'on les respecte, puis pour une fois, à ce qu'on peut, c'est ça, c'est ma leçon au monde entier. Demandez-le à vos enfants. Posez des questions à vos enfants. Est-ce que t'aimes ça? Qu'est-ce que t'en penses? Au lieu de prendre des décisions pour les enfants, qu'est-ce qui serait que de prendre des décisions avec les enfants? Rarement est-ce qu'on a pris une décision avec moi. Très rarement. Il faut faire ça, il faut aller là. Je me suis dit, ils n'ont pas pensé à me le demander. Mais un enfant, c'était peut-être considéré, j'ai pas 200 ans non plus, là. Mais non. C'est comique à dire, comme le droit de l'enfance s'est développé. C'est ça qu'on constate, hein.
Le droit de l'enfant, le droit de la femme, le droit des personnes handicapées. Il y a eu beaucoup de développements quand même qui se sont faits dans un demi-siècle là, et à peu près. Là. Oui. Et il y a déjà une personne, justement, qui par la suite a travaillé pour... En tout cas, toutes les deux, nous avons travaillé pour le même employeur, mais à des moments différents. Alors, c'est une femme qui s'appelle Yolanda, et puis justement, Yolanda et moi avons travaillé pour le même organisme, mais pas en même temps. Et j'avais croisé cette dame, donc, tu vas comprendre pourquoi je parle de Yolanda. C'est qui Yolanda? Yolanda, elle a dit quelque chose de fun. Les gens me disent des choses intéressantes. Et en fait, j'avais croisé Yolanda quand je sortais de l'hôtel de ville de Montréal. Il y avait eu à l'hôtel de ville une audience par rapport à une démarche liée à l'accessibilité du métro. Là. C'est un organisme qui s'appelle le Rapplique là, qui avait lancé un peu comme poursuivre le gouvernement du Québec pour leur dire que le métro est inaccessible. Puis là, l'audience était ouverte aux personnes en situation de handicap, on pouvait se rendre là. Fait que je passe avant midi à l'hôtel de ville comme spectateur. Et quand je sors de l'hôtel de ville, coucou, je vois Yolanda, puis je suis toute contente, bonjour, Et là, Yolanda me partage son opinion sur ce qu'elle venait de voir. Et puis, elle me parlait de qu'est-ce qu'elle pensait là, par rapport aux démarches. Et elle m'a lancé ça. Elle dit, j'ai l'impression que, là, je veux pas relater ses paroles mot à mot, mais elle avait l'impression que notre génération, ma génération et sa génération, qu'on n'avait pas fait grand-chose pour la génération suivante de femmes en situation de handicap. Elle dit, la génération suivante risque de nous détester pour ça. Nous autres, on est restés assis et on n'a rien fait. Et je peux pas vraiment, au Québec, je peux pas vraiment être en désaccord avec ce qu'elle a dit. C'est peut-être extrême, mais justement de dire que, on se retrouve devant un métro qui est inaccessible. Tu sais, comment est-ce que c'est arrivé? Puis là, on est pogné avec, là. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai changé les choses pour moi-même, par moi-même. J'ai travaillé, j'ai quelques années dans le milieu des personnes en situation de handicap. Mais si je peux faire quelque chose, quoi que ce soit, pour que ça soit un petit peu plus facile pour les petites Julie sans façon qui sont pas encore nées puis qui vont naître. Tu sais, que c'est n'importe quel, tu sais. C'est arrogant ce que je suis en train de dire là, comme si je pouvais changer le monde. Ben non, j'ai jamais essayé. Mais quoi que ce soit un projet, que ce soit une évaluation d'un site Internet, que ce soit, c'est pour dire, pousser les choses dans une direction qui va non seulement m'aider, mais qui va aider les autres. Ce que Yolanda m'a dit, que finalement, que collectivement, on n'a peut-être pas encore fait grand-chose pour les petits et les petites qui s'en viennent, là, parce que non, honnêtement, je suis pas intéressée à ce que quelqu'un d'autre vive ce que j'ai vécu. Dans le mauvais. Mais je suis drôlement intéressée à ce que quelqu'un vive ce que j'ai vécu dans les beaux moments. Effectivement, puis je pense que, tu sais, individuellement, ce qu'on a fait, chacun, comme tu dis, que ce soit le plus petit des projets pour faire avancer l'accessibilité ou pour l'acceptation, la défense des droits, je pense que c'est ça. Je pense que collectivement, on a fait, je pense, ce qu'on a pu puis ce qu'on avait à faire. Oui. Mais en tous les cas, c'est un beau voyage qu'on a fait, toi et moi, aujourd'hui, en ce beau dimanche. Effectivement. Et puis, on va se laisser là-dessus, on va compléter. Puis, comme je te dis, les gens vont avoir, je pense, amplement de pistes de réflexion, justement, à savoir peut-être quoi faire eux aussi pour laisser leur trace. Et je pense que c'est un très beau message.
Ben oui, en tous les cas, je te remercie de m'avoir inclus dans la démarche des entretiens. Et puis, je vais mon entretien sera en ligne, puis il va se joindre aux entretiens de quelques personnes que je connais d'ailleurs. Là, quand j'ai regardé qui est ta liste d'invités, qui sont les personnes que tu as interviewées, il y a quelques noms que je reconnaissais. Alors, je trouve ça bon. Là, je vais aller les rejoindre. Ben, Alors, je te remercie de nous regrouper sur le même site et puis, au plaisir de peut-être un jour de se voir face à face. Ben, c'est ça mon but, moi, d'après pandémie, là, c'est de les gens que j'ai rencontrés virtuellement, qu'on puisse se croiser quelque part. Oui. Ben oui. Alors, moi, de toute façon, je suis ici dans mon bunker. J'habite un septième étage d'une coopérative d'habitation. J'étais anciennement membre cofondatrice du projet. C'est par rapport à l'administration, bien sûr, là. Et puis là, le bunker, il existe. Alors, je vais t'attendre patiemment du haut de ma tour, 7e étage. Et puis, on va se reparler. C'est parfait. Un gros merci. Excellent. Alors, bonne mise en ligne de tout ça. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!